tous, enchanté. Je m'appelle Aris Christodoulou et suis le président fondateur de SIGA. Merci de votre présence ce jour pour le deuxième webinaire organisé par SIGA. Je vois que certains sont encore en train de se connecter. Avant de commencer, comme la première fois, je tenais à vous dire que ceux qui auraient des problèmes techniques peuvent les partager via l'onglet chat de l'outil pour que nous vous aidions à les résoudre. Vous observerez qu'il est aussi présent un onglet questions où vous pourrez nous partager vos interrogations et voter pour vos questions préférées. Vous pouvez aussi désactiver les questions soumises par les autres participants sur le petit icône de cloche que vous verrez à côté de votre profil. Je rappelle que ce webinaire sera disponible prochainement en replay sur les réseaux sociaux de SIGA. Pour ceux qui auraient loupé le premier webinaire sur l'effet matrice, celui-ci est désormais disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore SIGA, SIGA est le premier indice scientifique qui vous révèle instantanément le niveau de transformation des aliments pour distinguer facilement ceux qui ont le meilleur potentiel santé. Au-delà de l'indice, nous attribuons des médailles aux articles qui atteignent les meilleures notes observées dans leurs rayons respectifs. Déjà plus de 13 000 produits médaillés pour accompagner les consommateurs, nos concitoyens, à manger vrai pour vivre mieux. Fini ce bref rappel, j'en reviens à ce pourquoi nous sommes tous réunis ce soir à nouveau. Ingénieur diplômé d'AgroParisTech, docteur en nutrition diplômé d'Aix-en-Provence, chercheur depuis 23 ans, habilité à diriger des recherches. Ses travaux portent notamment sur les relations entre effet matrice, transformation des aliments et le potentiel santé des aliments. Il est précurseur d'une approche holistique en alimentation, pionnier en Europe d'ailleurs sur le concept d'aliments ultra transformés et sans doute le premier scientifique à avoir travaillé sur ces notions en France. Il est auteur du livre Halte aux aliments ultra transformés, Manger vrai, publié en 2017 par les éditions Thierry Soucard. Il est également président de notre comité scientifique. Il s'agit du docteur Anthony Fardet. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Anthony ce soir? Ça va très bien. Merci pour ta présence à nouveau. Ce soir, nous allons donc parler de régime protecteur, de régime alimentaire préventif, puisque tu vas nous expliquer pourquoi nous devrions favoriser un régime végétal vrai et varié. Je te laisse commencer. Merci Aris. Je partage l'écran. Merci à tous ceux qui sont présents. Donc, pourquoi manger végétal vrai et varié ? Alors, l'objectif de cette présentation, c'est aussi de vous montrer qu'on ne va pas faire des recommandations sur des groupes d'aliments, des nutriments. Mais végétal vrai varié, c'est plutôt basé sur une observation et une extraction des données de la littérature qui montrent que les régimes alimentaires obéissent, entre guillemets, à 3 dimensions fondamentales qui gouvernent leur potentialité protectrice. Donc, c'est différent de tous les autres régimes, comme par exemple la commission Eat-Lancet qui propose tant de viande rouge, tant de viande blanche, tant de poisson, etc. Là, on est plutôt sur une autre approche qui est d'extraire des dimensions que l'on peut qualifier de génériques. Alors, pourquoi les 3 V ? On va commencer par le plus global pour aller vers des choses un peu plus spécifiques. En théorie, je n'apprends rien à personne, l'alimentation devrait préserver la santé humaine, la biodiversité, le bien-être animal et l'environnement naturel, ce qu'on peut appeler les 3 dimensions de la vie sur Terre. Plus spécifiquement, ce graphe est inspiré de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, que j'ai un petit peu modifié, mais les 6 premiers pétales ont été proposés par la FAO et ils représentent les 6 dimensions de la durabilité: santé, bien-être, biodiversité, environnement, climat, équité, commerce équitable, aliments respectueux de l'environnement, locaux, saisonniers, l'héritage culturel, c'est-à-dire une alimentation qui ne menace pas les traditions culinaires des pays, et besoins nutritionnels, sécurité alimentaire, accessibilité. Alors, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais vous pourrez aussi trouver beaucoup de choses dans les articles qu'on a publiés, notamment avec le Dr Roch, avec qui j'ai travaillé sur l'élaboration de la règle des 3 B. Et ce que nous avons observé après une fouille très exhaustive des rapports de la FAO, de l'OMS et de nombreux articles scientifiques qui associent alimentation et durabilité, eh bien, on se rend compte de manière très claire et très nette que les excès de calories animales, toutes calories animales confondues, et que les excès de calories ultra transformées, ce qui est un peu nouveau, menacent toutes ces dimensions de la durabilité, peut-être
sauf une, c'est-à-dire que la sécurité alimentaire a été augmentée, c'est-à-dire qu'on a une alimentation qui est de plus en plus accessible au plus grand nombre, même s'il reste des gens en sous-nutrition. Et c'est vrai que la sécurité toxicologique est à son optimum, notamment avec les aliments ultra-transformés. Alors, j'ai rajouté bien-être et biodiversité animale, qui est toujours négligé dans les études de durabilité, et pourtant, c'est très, très important. Excepté la sécurité alimentaire et toxicologique, les excès de ces calories animales et ultra-transformées, donc, menacent toutes ces dimensions de la durabilité, et j'y reviendrai plus tard dans cette présentation. Alors, je voudrais commencer par les bases théoriques et conceptuelles de la règle des 3V, BLS, pour biolocal et de saison. Dans un premier papier, nous avions travaillé avec le Dr Rock pour essayer justement d'identifier les dimensions qui gouvernent les régimes alimentaires dans leur globalité. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux dimensions qui revenaient tout le temps et une troisième en train d'émerger. C'est d'abord le ratio des produits animaux sur végétaux, la diversification de l'alimentation ou sa variété, et le degré de transformation qui est assez récent, qui a été beaucoup négligé dans les études notamment épidémiologiques et qui peuvent expliquer pourquoi des fois les résultats sont contradictoires parce qu'on ne prend pas en compte le degré de transformation. Par exemple, des produits végétaux, c'est vrai, sont protecteurs, mais quand ils sont ultra transformés, ils ne deviennent plus protecteurs. Mais cette dimension transformation a été très rarement prise en compte dans les études épidémiologiques. Alors, les bases pour la première règle qui est végétale. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais beaucoup a déjà été publié et va être publié dans un futur proche. Si l'on prend d'abord tous les régimes protecteurs sur la planète, notamment dans les zones bleues, Okinawa, méditerranéen, nordique, et même le paléolithique, il y a des études qui montrent un effet protecteur. Si l'on prend tous les régimes protecteurs a posteriori, c'est-à-dire définis par la science a posteriori, à partir des connaissances accumulées, comme le régime prudent, le régime pour prévenir l'hypertension, DASH, de l'inflammation, anti-inflammatoire, eh bien, on arrive à une médiane de portion minimum en calories animales d'environ 11-12% par jour. Donc, c'est assez faible et on voit que ces régimes protègent de la santé. Si l'on prend ensuite des scénarios à l'horizon 2050, publiés par plusieurs instituts, alors il y en a beaucoup, on a sélectionné ceux qui rapportaient la portion de produits animaux, parce que tous ne la rapportent pas, eh bien, à l'horizon 2050, si l'on prend la médiane de tous ces scénarios, on arrive à peu près à 16-17% de calories animales par jour, l'ensemble convergent vers 15% de calories animales par jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, les scénarios prospectifs à l'horizon 2050, qui prennent en compte à la fois la santé et la protection de l'environnement, ça peut être l'utilisation des eaux, l'utilisation des terres, le changement climatique, les gaz à effet de serre, les analyses de cycle de vie, etc., bah, finalement, c'est supérieur à la proportion minimale de calories animales dans les régimes antérieurs, protecteurs, traditionnels et a posteriori. Donc, ça veut dire qu'on peut même augmenter un petit peu à l'horizon 2050, ce qui nous donne un maximum de 15% de calories animales par jour. En ce qui concerne la dimension donc vraie, qui fait appel donc cette fois-ci au degré de transformation, c'est-à-dire c'est une dimension qui a été assez négligée et qui est pourtant fondamentale, comme le prouvent plusieurs études qui montrent que des produits végétaux mais ultra transformés peuvent être délétères pour la santé. Donc nous avons pris, en fait ce que l'on souhaitait, c'était partir de la classification des aliments selon le degré de transformation qui était qualitative et essayer de faire une première proposition d'un seuil de précaution qui pourra être affiné évidemment par la suite. Donc, nous avons pris les études reliant aliments ultra transformés et surpoids obésité, puisque ce sont les plus nombreuses, et que l'obésité est la première stade de maladies chroniques plus graves comme cardiovasculaires et puis aussi certains cancers, notamment. L'obésité augmente les facteurs de risque de maladies plus graves et qui peuvent être mortelles. Donc, on a différents seuils. On voit que il y a des études transversales. Je me suis trompé, l'autre c'est longitudinal, c'est pas transversal, je corrigerai. On voit qu'à partir de 17, 14, 36, 36, 18 ou 23, on a une augmentation significative du risque de surpoids et d'obésité avec des seuils d'augmentation qui sont un peu plus élevés dans les pays occidentaux que dans les pays émergents, ou notamment comme le Brésil. Ensuite, donc, ici, le seuil minimal est de 14%, puisque c'est le seuil le plus bas, et ils observent dans cette étude 29% d'augmentation d'obésité. Et ensuite, dans une étude longitudinale que vous pouvez observer ici sur la droite, eh bien,
dans cette courbe dose-réponse qui a été modélisée, on voit qu'à partir de 15% de calories ultra transformées, on retrouve également une augmentation de 29% du risque d'obésité. Et selon cette courbe dose-réponse, on voit que ça pourrait même commencer un peu plus bas. Donc, un seuil de précaution de 15% paraît tout à fait raisonnable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette même étude de modélisation, puisque si l'on revient en arrière, ici, ce sont pour des personnes avec un IMC normal, donc qui ne sont pas en surpoids ni obèses. Mais si on fait la même courbe dose-réponse chez des personnes déjà en surpoids, eh bien, on voit que le risque d'obésité augmente plus tardivement, c'est-à-dire qu'il faut consommer plus de calories ultra transformées pour que le risque commence à augmenter, c'est-à-dire au-delà de 30%. Ensuite, le varié, donc c'est du bon sens. On sait que plus on va manger varié, j'y reviendrai, plus on a une chance d'augmenter la diversification des composés protecteurs des maladies chroniques, notamment fibres, minéraux, vitamines et antioxydants. Donc, ça donne trois dimensions génériques des régimes alimentaires. Donc, maximum 15% de calories animales par jour, ce qui fait à peu près 2 à 3 portions par jour de produits animaux. Alors, il faut savoir qu'en France, on est plutôt à 40. Maximum 15% de calories ultra transformées par jour, en attendant d'autres études pour affiner ce seuil, ce qui fait 1 à 2 produits par jour. En France, on est aussi plutôt à 40% de calories par jour. Donc, vous voyez que ça fait une différence dans les deux dimensions de 25%. Et enfin, troisième dimension, variée, donc ce qui donne évidemment végétal vrai varié. Alors, le fait que ça commence par V est effectivement une coïncidence. Et une expertise collective qui est publiée chaque année dans The Lancet, dans un papier de 2018 ou 2019, ils ont calculé qu'en améliorant les facteurs alimentaires, on pouvait prévenir plus de 11 millions de décès par an prématurés dans le monde. Donc, je dis bien prématurés parce que prévenir un décès, ça ne veut rien dire puisqu'il faut bien mourir un jour. Mais par contre, de décès prématurés, ce qui fait à peu près un décès sur 5 qui serait prématuré dans le monde qui est lié à une mauvaise alimentation, puisqu'il y a à peu près 58 millions de décès par an dans le monde, donc à peu près un décès sur 5. Donc, l'enjeu est de taille. Et l'alimentation reste probablement et même sûrement le levier le plus puissant pour améliorer à la fois la santé et l'environnement et la planète dans toutes ses dimensions. Alors, excusez-moi pour le décalage, je ne l'avais pas sur PowerPoint, mais c'est un peu décalé sur ici. Alors, j'ai aussi constitué un régime standard français très classique, mais qui respectait 15% maximum d'aliments ultra transformés en calories et 15% maximum de calories animales sur une semaine. Et je voulais voir si les besoins nutritionnels étaient remplis. Et on s'aperçoit qu'avec un régime de type 3V qui ressemble en fait à un régime flexitarien, c'est-à-dire consommer moins de viande mais de meilleure qualité, on remplit sans difficulté les besoins nutritionnels. J'ai mis en rouge ce qui me paraissait important, alors c'est décalé, je m'en excuse, mais par exemple les acides aminés essentiels qui sont apportés par l'alimentation, on voit qu'on les remplit non seulement à 100%, mais à 164%, donc il n'y a aucun problème. Les acides gras saturés qui ne devraient pas dépasser 12% des kilocalories maximum par jour, on est à 9%. Le sel, on est aussi en dessous de 5 grammes par jour, sans aucune difficulté. Et on voit aussi que les acides gras essentiels sont tout à fait remplis, au-delà de 100%. Ensuite, en ce qui concerne les vitamines, il n'y a aucune difficulté à remplir les besoins de toutes les vitamines, sauf une, mais c'est assez classique, c'est la vitamine D. Vous voyez, on est à 19%, mais ça n'est pas caractéristique d'un régime 3V, c'est plutôt caractéristique de l'ensemble des régimes, sachant aussi que 80% de la vitamine D, normalement, est apportée par notre exposition au soleil, environ 2 heures l'hiver et 30 minutes l'été, lors d'un fort ensoleillement. Donc, ce n'est pas un pourcentage faible qui est typique de ce régime, mais qui est typique de beaucoup d'autres régimes, notamment notre régime moderne, qui est justement riche en produits animaux et en aliments ultra transformés. Enfin, les minéraux. On voit que l'iode aussi et le fer, qui peuvent être des minéraux et des oligo-éléments sensibles, sont bien remplis. Donc, il n'y a pas de souci pour remplir les besoins minéraux avec peut-être le calcium, où on est à la limite des 100%, après qui peut être corrigé en variant ses sources de calcium et en faisant peut-être d'autres choix, sachant que là, on est basé sur les 900 mg par jour recommandés en France, mais que l'OMS, lui, propose un minimum de 500 mg par jour. Détaillons un petit peu la règle végétale. Alors, il y a des choses que vous savez sans doute déjà, mais je vais essayer de les argumenter sur la base d'articles qui ont été publiés. Donc, ce premier article dans Nature est très intéressant. Par Tillman.
Ils ont fait une collecte de données, une fouille de données, mais vraiment gigantesque sur toute la planète. Et ils ont calculé de manière très précise le kilo d'équivalent CO2 par jour produit par les différents régimes. Donc, on voit que le régime omnivore est à 5,1. Le méditerranéen est en dessous de 4. Le pescétarien, c'est-à-dire végétarien, mais avec autorisation du poisson, est à 2,6, 2,5. Et le régime végétarien est le plus bas. Et quand on passe du régime omnivore ici au régime végétarien, on a une diminution de moins 74% des gaz à effet de serre. Donc, c'est très intéressant parce qu'on sait que si on ne veut pas dépasser 1,5 à 2 degrés de hausse de température à l'horizon 2100, il faudrait justement arriver presque à une réduction de 80% des gaz à effet de serre. Enfin, ça aussi, c'est sans doute des choses que vous savez, mais il est bon de les rappeler. Pour 100 grammes de protéines, vous voyez qu'en moyenne, c'est 50 kg de CO2 équivalent à partir de la viande de bœuf, alors que pour 100 grammes de protéines, notamment les grains et graines, on voit ici en dessous, qui sont très intéressants. Donc, il y a un changement d'échelle ici. On voit qu'on est aux alentours de 5 kilos de CO2 équivalent. Donc, il y a une différence qui est quand même gigantesque puisqu'elle est 10 fois inférieure, entre 50 et 5. Et pour l'utilisation des terres, on voit qu'on passe de 170 mètres carrés par an pour 100 grammes de protéines à seulement 5 mètres carrés par an, par exemple, pour les grains et graines. Donc, j'y reviendrai, mais les grains et graines sont des produits très intéressants car sous-consommés, notamment en France, à moins de 14 grammes par jour pour les légumineuses, les céréales complètes, je dis bien complètes et non raffinées, et les fruits à coque ou les fruits secs. Donc, on a une potentialité très importante pour augmenter sa consommation de grains et graines, justement en remplacement de notre excès de calories animales. Quelques chiffres donc, qui ont été publiés, soit par la FAO ou dans d'autres revues scientifiques. Donc, on estime que les systèmes alimentaires globaux pour nourrir les êtres humains, c'est à peu près un tiers des gaz à effet de serre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser évidemment les systèmes alimentaires, parce qu'il y a les 70% restants qui ne sont pas liés au système alimentaire et sur lesquels on peut aussi agir. Donc, il ne faut pas stigmatiser non plus les agriculteurs. L'élevage total, c'est 14,5. Et l'élevage bovin pour la viande rouge et le lait, c'est 6,5. Donc, il faut en gros diviser à chaque fois par 2. Par contre, si l'on prend tous les articles scientifiques qui relient changement de régime alimentaire et impact environnemental, notamment, c'est souvent les gaz à effet de serre, c'est vrai qu'ils sont pris en compte, hein, c'est pas toujours, ils prennent pas toujours en compte beaucoup d'indicateurs en même temps. Toutes les études convergent qu'il faut réduire drastiquement la production de viande rouge notamment et dans une moindre mesure de produits laitiers pour réduire à plus de 80% les émissions. Par contre, l'élevage extensif sur des prairies non cultivables ou arables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être valorisées pour l'homme, peut être intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler le système de polyculture élevage, dans un cercle vertueux où les animaux vont permettre aussi d'aider à la culture végétale et ils vont valoriser finalement des herbes qu'on n'aurait pas pu cultiver pour l'homme de toute façon, parce que la terre n'est pas arable, en calories animales de bonne qualité. Produits animaux et santé, alors, les recommandations du PNNS sur les produits animaux sont en accord avec la santé, donc on peut les suivre sans aucun souci. Par contre, les études montrent que les gros mangeurs, je parle bien des gros mangeurs, ceux qui mangent en excès, notamment de la viande rouge et de la viande transformée. Alors la viande transformée, ça dépend des pays. En France, c'est la charcuterie surtout, mais aux États-Unis, ça va être un peu différent, ça va être plutôt les hot dogs, et elle sera un peu moins diversifiée. Donc on sait que les études épidémiologiques montrent un risque accru de certaines maladies cardiovasculaires et de certains cancers, surtout les colorectales. Sont mises en cause un excès de matières grasses saturées, je dis bien un excès parce qu'il faut des matières grasses saturées, un excès de cholestérol, sont mis dans les produits animaux transformés, notamment les charcuteries, les nitrites, dont vous avez sans doute entendu parler, qui se transforment en nitrosamines cancérigènes en excès. Et puis, il y a une autre hypothèse sur le fait que le fer est bien nécessaire à la vie, mais en trop grande quantité, notamment dans la viande rouge, il peut participer à des réactions pro-oxydantes qui pourraient être impliquées dans le cancer colorectal. C'est ce qu'on appelle la réaction de Finton, pour ceux qui sont familiers avec les réactions d'oxydoréduction dans le corps humain. Les produits végétaux, alors là, il y a un consensus et une convergence de tous les résultats scientifiques pour dire qu'ils sont protecteurs pour la santé lorsqu'on les consomme régulièrement et en grande quantité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout simplement riches en composés protecteurs des maladies chroniques, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, anti-inflammatoires, composés anticarcinogéniques.
agents hypolipidémiques aussi, il y en a beaucoup. Ce sont, lorsqu'ils ne sont pas ultra transformés, généralement des sources de sucre lent, donc ce qui est très intéressant, notamment les lentilles et certaines céréales complètes. Et puis, les sucres simples que l'on peut trouver notamment dans les fruits sont plus lentement libérés parce qu'ils sont piégés dans la matrice du fruit. C'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois lors de l'exposé sur l'effet matrice. Et enfin, ces aliments sont généralement, toujours pareil, lorsqu'ils ne sont pas trop transformés, des aliments rassasiants, donc on sait que la satiété participe de la régulation du poids. Alors, évidemment, l'enjeu est de taille. Là, je présente des faits. Après, il ne s'agit pas de dire aux gens de passer de 40% de calories animales et ultra transformées à 15% en calories animales et ultra transformées. C'est vrai que la marche à franchir est très élevée. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'y tendre dans un premier temps. Et la question qui se pose, ce serait finalement par quoi remplacer ces 25% d'excès de calories animales. Alors déjà, manger moins de produits animaux, mais de meilleure qualité, issus de labels bio, d'élevage extensif. Et comme je le disais tout à l'heure, sans doute que le plus intéressant est de substituer ces produits animaux en excès par des grains et graines qui sont sous-consommés en France. On mange très peu de légumineuses, moins de 14 grammes par jour. Pareil pour les céréales complètes et les fruits à coque, je crois que c'est moins de 9 grammes par jour. Donc, si vous voulez, il y a une marge très importante pour les augmenter, sachant que les graines oléagineuses sont plutôt riches en lipides, les légumineuses en protéines, et en complément des protéines céréalières, on peut retrouver la qualité de la viande, même si la biodisponibilité est un peu plus faible. Voilà, donc l'idée, c'est de revenir à un régime un peu plus flexitarien, avec une viande de meilleure qualité, d'augmenter la part des végétaux, et avec un focus sur les fruits secs, les légumineuses et les céréales complètes. Le vrai, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est les aliments ultra transformés, on en a déjà quand même pas mal parlé, mais je voulais vous présenter cette diapo qui est le fruit d'un travail qu'on vient de terminer, aussi avec le Dr Rock. Nous avons essayé de reconstituer le lien entre une consommation massive et accrue et accélérée des aliments ultra transformés sur la planète et les différentes dimensions des systèmes alimentaires. Alors, c'est un peu petit, mais je voulais tout mettre sur la diapo. Si l'on augmente la consommation des aliments ultra transformés dans le monde, qui sont souvent à des coûts très bas, donc pour obtenir des coûts très bas et des goûts hyper standardisés, des produits suremballés, c'est associé à une augmentation de l'élevage et de l'agriculture intensive, qui, on le sait, sont associés à une augmentation de la maltraitance et de la souffrance animale, une perte de la biodiversité végétale et animale, une augmentation de la pollution plastique, engrais, pesticides, herbicides, de la déforestation pour produire notamment les tourteaux de soja pour les animaux en intensif dans les pays occidentaux, une diminution de l'agriculture paysanne aussi qui est bien documentée parce que les produits locaux dans ces pays peuvent être plus chers que des produits ultra transformés venant de l'autre bout de la planète et donc ils mettent la clé sous la porte et vont alimenter les bidonvilles sans emploi et l'ensemble, notamment la déforestation et la pollution, pouvant entraîner une augmentation des gaz à effet de serre. Ensuite, ces monocultures intensives et cet élevage intensif par cracking des aliments bruts donnent les marqueurs d'ultra-transformation que l'on va trouver dans les aliments ultra-transformés. On voit qu'il n'y a pas une très grande biodiversité des aliments bruts de départ. On a des monocultures intensives de pois, soja, maïs, riz, blé pour les sirops de sucre, de glucose, les isolats de protéines, les protéines hydrolysées, les pommes de terre, le lait qui est craqué en une multitude d'ingrédients et de composés, les œufs aussi et la viande, notamment les minéraux de viande, qui vont rentrer donc dans la fabrication par recombinaison avec ajout d'additifs des aliments ultra transformés via une distribution mondiale et massive. C'est-à-dire qu'on craque les aliments, on les répartit sur la planète et ensuite on les recombine. Donc, il est assez facile de comprendre que ça va coûter plus d'énergie que de prendre un aliment, on va dire, local et de le transformer soi-même ou même avec un petit transformateur local. Donc, ceci participant aussi à une augmentation des gaz à effet de serre. Enfin, ils sont associés, ça on l'a déjà vu, à un risque de maladie chronique, un risque de mortalité accrue. Donc, ça va augmenter les soins médicaux et pharmacologiques. Enfin, une menace des traditions culinaires, car ils sont hyper standardisés et se substituent aux traditions locales dans de nombreux pays. On l'observe, notamment dans les îles du Pacifique et les grands pays émergents, comme en Amérique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde, où la street food à partir de produits locaux est progressivement substituée par des snacks sucrés salés gras hyper standardisés, avec des goûts très standardisés, qui attirent beaucoup les jeunes, mais qui les éloignent des traditions culinaires. Et enfin, ce sont souvent des aliments qui ne sont pas consommés en groupe, mais plutôt de manière isolée et qui sont associés à un fractionnement de la vie sociale et notamment à une non-durabilité socio-économique parce qu'on sait que ce sont les plus défavorisés
qui consomment le plus ces aliments à bas coût, qui sont des calories bon marché, et que les taux de diabète et d'obésité, les risques sont beaucoup plus élevés dans ces populations pauvres. Alors, les aliments ultra transformés, donc la dimension vraie, par opposition, les aliments ultra transformés, on pourrait les qualifier de faux aliments dans le sens où ce sont des matrices artificialisées. Alors, il est important de voir comment ils se situent. Vous avez d'abord les aliments non transformés et transformés. Ensuite, dans les transformés, vous avez des aliments industriels et non industriels. Et dans les industriels, vous avez aussi vous avez une fraction importante d'aliments qui ne sont pas ultra transformés. Vous avez par exemple les pâtes alimentaires, vous pouvez avoir des surgelés, des congelés, des conserves, des yaourts nature, même des fromages. Donc, tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés. Et dans les aliments ultra transformés, vous avez la malbouffe, mais aussi beaucoup d'aliments qui peuvent être présentés indirectement comme plutôt sains, à travers des mentions qui laissent croire qu'ils peuvent être sains, mais ça n'est pas le cas, comme des produits sans gluten, qui sont très, très ultra transformés, le vegan avec les steaks végétaux. Le bio, à 25%, est ultra transformé dans les magasins bio. Tous les produits allégés qui sont souvent très ultra transformés. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement la malbouffe, mais c'est un concept générique beaucoup plus large et qui permet justement de démasquer des aliments qui avancent masqués comme étant bons pour la santé, alors que ça n'est pas du tout le cas. Je reviens sur cette diapo que j'ai présentée la dernière fois, c'est-à-dire cette équation de transitivité, c'est-à-dire que la pensée réductionniste extrême, donc je vous l'ai présentée la dernière fois, qui consiste à tout fractionner, ce qui peut être utile, mais quand c'est extrême, ça devient délétère, et qui part du principe que l'aliment n'est qu'une somme de composés, et donc à donner les aliments ultra transformés, raffinés, fractionnés, recombinés, associés à des maladies chroniques. Donc, l'idée, c'est si on veut prévenir les maladies chroniques, on ne peut pas utiliser le logiciel réductionniste qui y a en partie contribué. Donc, il faut revenir à un logiciel complémentaire, plus holistique et plus global, et donc une approche de l'aliment dans sa globalité, et donc dans un premier temps, justement, revenir à des vrais aliments. Et c'est aussi un peu la vocation de cette règle des 3V, végétal, vrai, varié, de revenir à une approche plus holistique de l'alimentation. Donc, les aliments ultra transformés, comme je le montrais sur le schéma, il y a 2 ou 3 diapos. Vous voyez, donc ce sont des aliments bruts qui sont issus de monocultures intensives, qui sont fractionnés avec déstructuration des matrices, purification, synthèse, modification chimique, et recombinés avec ce qu'on appelle des ingrédients ou des additifs cosmétiques, agents de texture, exhausteurs de goût, colorants, arômes et édulcorants. Et vous avez 2 grandes catégories d'aliments ultra transformés, des matrices totalement recombinées qu'on va trouver dans des sodas, des barres chocolatées, par exemple, des snacks sucrés, salés, gras, et puis aussi des plats préparés qui contiennent des vrais ingrédients, mais auxquels on va rajouter de nombreux ingrédients et additifs cosmétiques pour en modifier, corriger, exacerber ou imiter l'apparence des vrais aliments. Ici, vous avez la définition d'aliments ultra transformés condensés des Brésiliens. Donc, je l'ai condensé parce que sinon, ce serait un peu long, mais ils sont caractérisés dans leur formulation par l'ajout d'ingrédients et ou additifs cosmétiques à usage principalement industriel, ayant subi un procédé de transformation excessif pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer des propriétés sensorielles, arômes, textures, goût et couleurs. Il peut aussi s'agir de procédés technologiques très dénaturants comme la cuisson-extrusion et le soufflage, par exemple les galettes de riz soufflées. Pour résumer et terminer sur cette deuxième dimension, donc en fait, nous avons une cause première qui sont des matrices ultra transformées, artificialisées, qui sont souvent rendues très attractives, qui sont majoritairement peu rassasiantes et hyperglycémiantes et qui entraînent évidemment un excès de calories, de sucre, de sel, de gras et d'additifs et de xénobiotiques qui sont des composés étrangers au corps humain et un défaut de micronutriments et de fibres protectrices. Alors aujourd'hui, même si ces produits peuvent paraître très hétérogènes à première vue, si on aborde une vision, on va dire, très globale et très holistique de ces aliments, on voit quand même émerger des propriétés communes. Donc, selon le niveau d'observation, on n'observe pas les mêmes choses. Mais là, on va se placer de manière très globale. Malgré leur hétérogénéité, ils ont des propriétés communes, c'est-à-dire souvent une faible densité nutritionnelle, des calories vides, à moins évidemment qu'ils soient enrichis à rebours. Quand ils ont été trop raffinés, on les réenrichit avec des fibres, des minéraux et des vitamines. Beaucoup sont hyperglycémiants en raison notamment d'une matrice déstructurée et d'ajout de sucre simple. Peu rassasiant, toujours pareil, en raison d'une matrice qui est souvent déstructurée et recombinée, donc des matrices plus friables, plus molles, plus visqueuses, plus liquides. On sait qu'elles sont moins rassasiantes qu'un aliment solide et structuré, comme des produits végétaux peu transformés ou des produits animaux peu transformés. Et enfin, ils contiennent des xénobiotiques. C'est sans doute la piste de recherche qui va demander le plus d'exploration, mais on peut citer comme piste l'effet cocktail de nombreux additifs,
Certains évoquent des composés des emballages qui pourraient migrer. Et puis, on peut aussi citer les ingrédients ultra transformés comme des sucres invertis ou des sirops de glucose-fructose qui n'existent pas dans la nature. Alors, la troisième règle, bon, elle est assez simple. Hein. Je pense que tous ceux qui ont une grand-mère se rappellent de leur enfance où on nous encourageait toujours à manger varié, si possible bio-local et de saison. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'apporter un maximum de composés protecteurs, notamment fibres, minéraux, vitamines, antioxydants. Mais dans chacune des catégories, vous avez une grande diversité d'antioxydants. Même dans les fibres, vous avez des qualités différentes. Donc, c'est important de consommer varié. Quelques éléments intéressants sur le manger varié. D'abord, pourquoi manger varié? Parce que vous avez une synergie d'action des composés qui fait que 1 + 1 est supérieur à 2. Mais vous pouvez aussi avoir des antagonismes, et dans ce cas, 1 + 1 est inférieur à 2, comme par exemple l'acide phytique qui peut complexer des minéraux. On va prendre l'exemple de la synergie. Hein. L'idée de la synergie, c'est de dire que le tout est supérieur à la somme des parties. Par exemple, vous voyez sur cette image avec les antioxydants, eh bien, vous voyez que ici, ce pro-oxydant est neutralisé par la vitamine E, qui est un antioxydant, mais la vitamine E va donner un pro-oxydant une fois qu'elle aura agi sur le pro-oxydant, le radical tocophéryl, qui lui aussi donc, a besoin d'être régénéré par une autre molécule, la vitamine C, qui, elle, va donner aussi un pro-oxydant, le radical ascorbyle, et qui est neutralisé et terminé en bout de chaîne par le glutathion, qui est un antioxydant le plus présent dans l'organisme humain, de l'ordre du millimolaire, et qui, en bout de chaîne, va arrêter la chaîne. Donc, vous voyez qu'on a besoin d'une coopération et d'une synergie des molécules, ce qui fait dire qu'il est plus intéressant de manger, de consommer beaucoup de micronutriments protecteurs à des doses, on va dire, naturelles et pas trop élevées, que quelques micronutriments protecteurs isolés et mis à plus forte dose dans un mélange artificiel. Voilà. C'est un peu comme si, par exemple, quand on fait un complément en vitamine E, on isole la vitamine E, mais il ne faut pas oublier qu'elle a besoin elle-même d'être régénérée par les autres antioxydants. Donc, il y a deux concepts qui sont importants dans cette idée de varier. D'abord, plusieurs constituants peuvent agir en synergie pour une même fonction physiologique. Par exemple, dans le grain de blé, j'ai compté, donc il y en a peut-être un peu plus, mais j'en ai compté 34. Il y a 34 molécules qui ont une action antioxydante, mais différente. C'est-à-dire, elles ne vont pas être antioxydantes de la même manière. Vous avez des cofacteurs d'enzymes, vous avez des molécules qui vont piéger les radicaux libres, vous avez des vitamines qui vont agir au niveau des membranes cellulaires. Et donc, c'est leur synergie qui va être protectrice, pas seulement un seul. D'où l'intérêt de manger varié. Et inversement, un même constituant peut avoir plusieurs fonctions physiologiques. C'est le concept de multifonctionnalité. Donc, ces deux concepts renvoient à une approche holistique de l'aliment, synergie et multifonctionnalité. En conclusion, donc il me reste 5 minutes, ça va, je suis dans les temps. Donc, vous voyez que la règle des 3V n'est pas la proposition d'un régime type comme méditerranéen, etc., mais plutôt des dimensions qui gouvernent le potentiel protecteur des régimes complexes alimentaires. Donc, on a 3 dimensions, 1, 2 et 3, et vous pouvez imaginer ces 3 dimensions, ces 3 règles comme dans un espace à 3 dimensions, et chaque régime, en fonction de son niveau par rapport aux 3 dimensions, va être placé différemment dans cet espace à 3 dimensions. Donc, par exemple, les véganes vont être dans la règle 1 à 100%. Après, si ils consomment que de l'ultra transformé, dans le vrai, ils seront à 0, donc 100, 0. Et s'ils mangent très varié, ils peuvent atteindre 100. Donc, on peut classer tous les régimes de la planète selon ces 3 dimensions, et ce qui en fait un outil et un levier d'action très intéressant, qui n'est pas dogmatique, mais qui est générique et qui peut être décliné localement en fonction des réalités du terrain. Il y a un petit exercice intéressant qui montre que ces 3 règles sont interconnectées ou plus justement mutuellement inclusives. C'est-à-dire que si l'on supprime une des règles, on voit que ça ne marche plus à la fois pour la santé et la planète. Par exemple, on peut manger végétal vrai mais monotone, c'est-à-dire toujours la même céréale, toujours la même légumineuse, toujours le même légume, comme on peut l'observer dans certains pays, notamment subsahariens. Eh bien, évidemment, vous allez être confronté à des déficiences et pas à une très grande stimulation de la biodiversité. Par exemple, les déficiences qu'on peut observer en Afrique noire subsaharienne ou dans certains pays d'Asie du Sud-Est en iode, fer, vitamine A, etc.
Ensuite, vous pouvez manger végétal, varié, par exemple des végétariens ou des véganes, mais ultra transformés. Et là, alors les études ne sont pas très nombreuses, mais les études qui existent montrent toutes que si l'on mange végétal ultra transformé, notamment une étude de 2018, eh bien, par exemple, vous avez les mêmes risques de maladies coronariennes que les gros mangeurs de produits animaux. Donc, on voit bien que le degré de transformation compte. Et en mangeant beaucoup ultra transformé, on ne va pas stimuler une bonne résilience des systèmes alimentaires et une bonne durabilité des systèmes alimentaires. Enfin, on peut manger animal vrai varié, c'est-à-dire beaucoup de produits animaux. Donc, on voit bien que ça n'est pas exportable pour l'horizon 2050 avec 9 milliards 500 millions d'individus. Ce n'est pas jouable parce que si tout le monde consomme autant de calories animales, par exemple qu'aux États-Unis, eh bien, il faudrait 3 planètes si les 9 milliards 500 millions d'habitants mangent autant de calories animales. Donc, on voit bien que ça n'est pas exportable. Et enfin, on sait que l'excès de produits animaux, notamment les viandes transformées, peuvent poser des problèmes en termes de santé. Ça a été bien documenté également. Cette diapo est pour moi très, très importante. C'est-à-dire que, c'est vrai, vous allez me dire, il existe beaucoup d'index pour caractériser les aliments. Il y en a de plus en plus, des règles, etc. Donc, comment s'y retrouver dans ce foisonnement? Et je pense que si l'on adopte la grille de lecture holistique et réductionniste, c'est-à-dire finalement toujours partir du global et aller vers le spécifique. Pourquoi? Parce que plus votre indicateur va être global, holistique, plus l'impact sociétal, environnemental et santé sera fort. Par exemple, si je vous dis moins sucré, vous n'allez pas embarquer le bien-être et la biodiversité animale. Par contre, si je vous dis 3V BLS, vous allez embarquer le système avec vous. C'est un peu comme des poupées russes. Plus vous faites une recommandation sur la plus grande des poupées russes, plus vous embarquez avec elles les plus petites. Par contre, si vous faites une recommandation sur la petite poupée russe, vous n'embarquez pas les plus grandes. Donc, il est important de commencer par des indicateurs holistiques et qualitatifs. Et donc, par rapport à aujourd'hui tout ce qui existe, nous avons la règle végétale vrai varié BLS pour les régimes alimentaires. Ensuite, si l'on descend un niveau en dessous, au niveau de l'aliment, on peut avoir l'indice NOVA et SIGA, qui est dérivé de NOVA, et qui permet de distinguer les vrais des faux aliments, ou les aliments non ultra transformés d'ultra transformés. Et déjà, ce niveau de séparation est très important. Parce que déjà, en allant vers des vrais aliments, eh bien, vous allez naturellement régénérer aussi les systèmes alimentaires. Puisque on a vu dans la diapo, il y a 10 diapos, que les aliments ultra transformés n'étaient pas associés à la durabilité des systèmes alimentaires. Et après coup, on peut, dans ces deux catégories, c'est-à-dire non ultra transformés et ultra transformés, appliquer des index un peu plus réductionnistes et spécifiques, l'index de satiété, l'index glycémique, le Nutri-Score et les scores de composition, s'intéresser à tel ou tel additif, tel ou tel traitement thermique, etc. Mais je pense que c'est une question de hiérarchie et que si on commence par vouloir caractériser les aliments par le bas, c'est-à-dire en rentrant par la petite porte, on va arriver à des contradictions avec le réel et des injonctions contradictoires et beaucoup de confusion. Donc, je pense que c'est plus un problème de hiérarchie et qu'il est important d'avoir ça en tête pour caractériser d'abord un régime alimentaire et ensuite des aliments. En conclusion, donc en tendant vers la règle des 3V, alors c'est pas… Évidemment, c'est des résultats des faits que je présente. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais en tendant vers cette règle, on va naturellement stimuler la biodiversité végétale et animale. Lorsqu'on consomme des produits animaux ultra transformés, on va diminuer la biodiversité animale sur la planète et augmenter la souffrance animale. En mangeant varié, on augmente le nombre de composés protecteurs qui protègent notre organisme en agissant en synergie. Et alors là, il y a aussi pas mal de chercheurs qui sont d'accord là-dessus, hein, même des chercheurs de l'INRAE avec qui j'ai discuté. Probablement, l'avenir, ce serait des plus petites surfaces, des plus petites exploitations agricoles, des systèmes de polyculture élevage qui sont plus résilientes face au changement climatique, parce que quand vous êtes en polyculture, si le changement climatique détruit une culture, il vous en reste d'autres qui vont peut-être résister. Donc, c'est plus intéressant et plus résilient. Et puis, un élevage extensif, l'élevage intensif étant extrêmement délétère pour la souffrance animale et le bien-être animal. Et en revenant à plus d'extensifs, on pourrait même créer des emplois. Conclusion et perspective, la suite. Donc, je pense que l'originalité de ce travail, c'est de mettre en évidence 3 dimensions génériques qui gouvernent la qualité des régimes alimentaires.
Elles sont non dogmatiques dans le sens où elles peuvent être adaptables selon les régions, leurs traditions, leurs conditions climatiques et agronomiques. Par exemple, en Auvergne, on peut favoriser les lentilles, du Puy-en-Velay, on peut mettre l'accent sur le fromage, sur les animaux qui sont élevés localement, tenir compte un peu de tout ça. Donc, je rappelle aussi donc, que l'indice NOVA originel qui a servi de base à SIGA s'adresse à la dimension du vrai. Je pense que ces règles sont simples et qualitatives et que chacun peut se les approprier, s'en servir de levier au quotidien sans avoir à se préoccuper des nutriments, des super-aliments, des groupes d'aliments. Voilà, chacun peut… Je trouve ça assez facile au quotidien de se dire je vais augmenter les produits végétaux, je vais essayer de les varier, c'est-à-dire pas manger toujours du blé, mais peut-être du maïs, peut-être… qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maïs, blé. Alors, il y a les flocons d'avoine, par exemple. On peut ajouter du riz complet. Dans les poissons, on peut alterner poisson gras, poisson maigre, etc. Donc, et puis vrai, alors, c'est sans doute la dimension la plus difficile parce que c'est la plus complexe. Et c'est pour ça que SIGA existe. C'est pour justement identifier les aliments ultra transformés parce que c'est pas forcément évident. Autant les deux premières règles, on sait reconnaître un bœuf d'un plant de riz, hein. On sait reconnaître un végétal d'un animal, on voit à peu près ce que veut dire varier, mais le vrai était sans doute le plus compliqué, d'où l'expertise de SIGA. Je pense que cette règle est intéressante et simple parce qu'elle peut servir de levier pour des décideurs et des politiques agricoles et alimentaires. Et enfin, je terminerai, et là je suis pile poil dans les temps, par un peu de lecture. Donc, je parle de cette règle des 3V donc, dans mon ouvrage de 2017. Vous allez retrouver aussi ces idées dans le dernier ouvrage de Christian Amézy, La Nutri-écologie, qui est une autre façon finalement de parler des 3V, mais qui est très intéressant parce qu'il y a des choses différentes de ce que je dis. Et puis, vous trouverez un article dans The Conversation qui a été publié sur la règle des 3V avec des hyperliens qui vous mèneront à plein d'autres références si vous voulez décortiquer ou approfondir la question. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation complète des 3 règles d'or qui, permettront tous d'adopter un régime alimentaire préventif. Juste avant de passer aux questions, moi j'avais 2 choses à vous présenter. Tu as très bien conclu cette présentation en introduction de ce que je voulais montrer. Effectivement, depuis désormais plus de 3 ans à un indice qui puisse rendre compte du niveau de transformation des aliments. On est très satisfait puisqu'aujourd'hui, cette méthodologie est publiée. Elle a été publiée dans la revue Food and Function en février 2020 et elle bénéficie aujourd'hui d'un indice que je souhaitais vous présenter, qui est ma première surprise du jour, qui est visible sur notre site, qui est un indice pour les consommateurs, avec donc un fan qui rappellera le niveau de transformation des aliments en allant du plus brut au plus transformé. On commence donc par les aliments bruts, où on aurait éventuellement de la découpe et du pelage, mais aucun autre process. Viennent ensuite les aliments peu transformés, avec mise en jus, mise en poudre, cuisson, stérilisation, pasteurisation. On retrouve au niveau des peu transformés les ingrédients culinaires, matières grasses, sucre, sel, obtenus avec des procédés thermiques ou mécaniques simples. Viennent ensuite le groupe des aliments transformés, donc des aliments dans lesquels on va retrouver des ingrédients culinaires ajoutés. Donc, c'est des préparations d'aliments pas ou peu transformés dans lesquels on est venu ajouter du gras, du sucre ou du sel. Selon la quantité qui a été ajoutée, eh bien, on va présenter ces aliments équilibrés ou gourmands. Et viennent ensuite les aliments ultra transformés dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'ingrédients qui ont été obtenus par des procédés de purification, d'isolement, voire de dénaturation qui conduisent à faire de ces aliments des aliments ultra transformés. Donc, on commence avec une première note de 5, ultra transformés équilibrés. Donc, des aliments qui sont très proches des transformés équilibrés, mais dans lesquels on va tout de même retrouver un marqueur d'ultra transformation. Même chose pour les notes 6, ultra transformés gourmands, des aliments qui sont donc très proches des transformés gourmands, mais dans lesquels on aura un marqueur d'ultra transformation. Viennent ensuite le groupe des aliments ultra transformés à limiter. Effectivement, est écrit une recommandation de limitation et de diminution de la consommation d'aliments ultra transformés de 20% au niveau du PNNS depuis 2019. Au-delà des notes,
on attribue des médailles aux articles qui atteignent les meilleures notes observées dans une catégorie produit. J'y reviendrai juste par la suite. En tout cas, je voulais vous présenter l'intérêt de présenter une telle information aux consommateurs. Voici ce que donne la classification appliquée au groupe alimentaire des fruits. Mangeons 5 fruits et légumes par jour. Sous quelle forme? Attention, on n'a pas le même potentiel santé entre la pomme, sa purée ou son jus ou sa compote avec du sucre ajouté. C'est bien ce que l'on appelle notamment l'effet matrice qui vous avait été présenté par Anthony dans le webinaire 1 de SIGA qui, je le rappelle, est disponible sur notre chaîne YouTube. Viennent ensuite les aliments ultra transformés dans lesquels on va retrouver un certain nombre de marqueurs jusqu'à ces biscuits où on a effectivement des extraits, des arômes, peut-être même des fibres à ajouter, etc. Cette classification va fonctionner sur l'ensemble des groupes alimentaires. Vous retrouverez des exemples sans doute sur notre site. Je voulais vous présenter aussi celui des légumineuses. Donc, je commence avec un élément brut, frais, mes petits pois. Je les surgèle, premier process thermique qui me conduit à être peu transformé, mise en bocal avec adjonction d'ingrédients culinaires, en l'occurrence huile extra vierge et sel, me conduit à être transformé. Je n'ai pas dépassé les seuils recommandés, donc je serai qualifié d'équilibré et j'ai ensuite une discrimination des aliments ultra transformés pour arriver jusqu'à ces bouchées végétales et autres substituts de viande qui, malheureusement, dans la plupart des cas, ne sont pas faits avec des farines de légumineuses, mais sont mis en œuvre des protéines de soja isolées, autour desquelles on vient rajouter des texturants, des graisses raffinées, des sucres hydrolysés, etc. Donc, ces aliments, c'est bien ce que présentait Anthony tout à l'heure, auront beau être 100% végétal, favorable nutritionnellement, source de fibres, riche en protéines, vegan, sans gluten, sans lactose. Il n'en reste pas moins que ce sont des aliments ultra transformés qui participeraient davantage d'un régime alimentaire délétère que préventif. Voici ce que donne la classification SIGA appliquée à une unité de besoin, en l'occurrence des desserts lactés vanille caramel. On observera qu'une lecture nutritionnelle simple ne permettra pas de distinguer ces produits pour lesquels les industriels ont mené davantage d'efforts au niveau de la qualité des ingrédients mis en œuvre, puisque au niveau de la médaille d'or, ici, on n'aura pas de marqueur d'ultra-transformation. Sur les notes 5-6, nous n'en aurons donc qu'un seul. On obtient tout de même une médaille dans cette catégorie de produits, puisque malheureusement, aujourd'hui, dans les desserts lactés, on a plus de 90% du rayon qui va se retrouver en ultra-transformé. Réciproque avec les soupes ici, qui sont majoritairement présentées favorables nutritionnellement, on comprendra. En revanche, encore une fois, il faut aller observer une information sur la transformation pour pouvoir distinguer ces aliments qui n'ont pas eu recours aux marqueurs d'ultra-transformation qu'on va retrouver dans les listes d'ingrédients des produits de marques concurrentes. Au-delà de l'intérêt peut-être pour les industriels de rendre justice à leur savoir-faire, on entend ici qu'il y a un réel intérêt santé puisqu'on risquerait de présenter favorablement des aliments qui en réalité seraient ultra transformés. Mais Anthony vous a très bien expliqué tout ceci tout à l'heure en vous parlant de l'axe du vrai. Donc, où sont disponibles ces informations, ces notes? Elles sont disponibles dans des applications partenaires, elles sont disponibles sur des sites e-commerce et davantage le présenteront et on va commencer à la voir apparaître on pack. Voici donc la seconde surprise que je voulais vous présenter ce jour. Vous l'avez peut-être vu dans la presse depuis vendredi dernier. Nous souhaitons accompagner les consommateurs à manger vrai pour vivre mieux avec un nouvel outil pédagogique, l'application SIGA, qui vous permettra d'une part d'accéder à un catalogue de plus de 40 000 produits évalués scientifiquement. Cette base va être amenée à augmenter rapidement. Je sais qu'il y a déjà 10 000 produits supplémentaires qui vont l'intégrer. Vous pourrez donc naviguer en recherchant ou en naviguant directement dans le catalogue où sont discriminées les différentes unités de besoin pour repérer les aliments les plus sains grâce aux médailles ou en tout cas repérer des aliments qui seraient moins transformés peut-être que ceux que vous aviez pris l'habitude de consommer. Pour les plus curieux, on apportera davantage d'informations avec des informations sur le nombre de marqueurs d'ultra-transformation qu'on aurait retrouvés, sur le profil nutritionnel de l'aliment évalué et sur les éventuels additifs à risque que nous aurions aussi détectés. On vous permet de trouver des meilleures alternatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un produit va être
évalué ultra transformé, à limiter ou ne comportera pas de médaille, on vous proposera d'accéder à un menu, une liste d'alternatives produits pour, encore une fois, sélectionner une alternative moins transformée et donc limiter sa consommation d'aliments ultra transformés. Tout ceci pour votre santé, on l'a entendu aussi pour des aspects de durabilité. Je vous remercie pour cette petite interlude et je vais du coup passer aux questions qui ont été partagées dans l'onglet questions prévues à cet effet. Vous pouvez d'ailleurs toujours voter pour certaines questions et en tout cas soumettre vos questions dans cet espace. Donc je propose que l'on commence très rapidement, juste pour moi le temps de ne plus partager cet écran. Très bien. Nous allons donc passer à la question qui a été la plus plébiscitée. Lait infantile aliments ultra transformés, quelle alternative aujourd'hui? Bon, je te laisse répondre peut-être. Oui, on peut commencer d'un élément de réponse. Alors, évidemment, là, beaucoup de laits infantiles sont ultra transformés. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas en prendre. Évidemment qu'il faut continuer à les prendre. L'idée, c'est surtout de distinguer quel est le vrai aliment par rapport à ces laits infantiles. Donc, c'est forcément le lait maternel qui est plébiscité sur des bases scientifiques très solides par l'OMS, qui encourage évidemment l'allaitement maternel. Après, évidemment, si vous ne souhaitez pas allaiter pour diverses raisons, il faut évidemment prendre des laits infantiles. Voilà, c'est surtout ça l'esprit, hein, donc de faire la distinction et de mettre en valeur quand même le lait maternel. Merci pour cette réponse, Anthony, à cette première question. Seconde question, comment couvrir les besoins en acides aminés avec une alimentation végétale, sachant que les protéines végétales sont moins bien assimilées? Oui, alors elles sont moins bien assimilées. On sait à peu près que c'est à peu près 10% moins, c'est-à-dire que les protéines animales, on est à 96, 97, les protéines végétales, on va plutôt être à 80. Bon, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est à peu près 10% de moins. Je vous ai présenté que la règle des 3V, il n'y avait aucun souci pour obtenir les acides aminés essentiels, ce qui est le plus important. Donc, on est à 160% des recommandations. Je crois que c'est 14 grammes par jour, les acides aminés essentiels. Donc, on est largement au-dessus, donc il n'y a aucun souci. Après, si vous êtes vegan, moi, c'est moins mon domaine. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver en combinant, enfin, c'est même pas je pense, on sait qu'on peut combiner légumineuses et céréales plutôt complètes pour les déficits en lysine et méthionine respectifs qui vont se compléter avec ces deux produits, en gardant à l'esprit effectivement que la concentration est moindre que dans les produits animaux, donc pour la même quantité, il faudra en consommer un peu plus, et que la biodisponibilité sera un peu moindre, mais pour des personnes en bonne santé, il n'y a aucun souci, même si c'est 10% moins biodisponible, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Après, pour des populations plus spécifiques, ça n'est pas mon domaine. Moi, je suis dans le préventif et les personnes en bonne santé pour qu'elles le restent le plus longtemps. Merci pour cette réponse. On a une question un peu similaire. Quels sont les meilleurs aliments végétaux qui apportent de la B12? Alors, je sais que tu n'es pas diététicien ni nutritionniste, mais peut-être as-tu des premiers éléments de réponse? Les éléments végétaux, la B12, je sais si on dépasse, je sais que parce que je discute avec des véganes, voilà, je pense que moi, je m'intéresse aussi un peu à tout. C'est vrai qu'à une époque, certains disaient que la B12, on la trouvait un peu dans les légumes et les racines parce qu'il y avait des bactéries accrochées aux racines et donc qui contaminaient un petit peu les végétaux. Après, je ne sais pas où on peut trouver d'autres sources. Là, il faudrait vraiment demander à un vegan. Je m'en ai. Oui, je sais je n'ai pas d'autre idée que ça. Et puis après, supplémenter en B12. Mais il y a peut-être d'autres choses que je ne connais pas. Hein, ça, on a une autre. Je pense qu'on pourra suggérer à Pamela, qui est diététicienne nutritionniste en interne chez SIGA, de proposer une liste pour un prochain article. C'est très intéressant. On a une autre question. Que pensez-vous des protéines en poudre, en contexte particulier, dans la prise de masse musculaire chez les sportifs de force? Faut-il les éviter? Bon, comme tu le disais, je ne suis pas diététicien ni spécialiste de l'alimentation des sportifs. C'est vrai que dans l'alimentation des sportifs, il y a beaucoup d'aliments ultra transformés, beaucoup de produits isolés, fractionnés, mis en poudre, donc qui vont être constitués de manière liquide. Bon, après, on va dire que c'est des populations de niche. Donc, moi, c'est aussi l'idée que je défends, c'est-à-dire que l'ultra transformé peut jouer un rôle dans des situations de niche.
Donc, ça peut être l'alimentation du sportif, pourquoi pas. Après, par contre, après, il faudrait voir quand même le recul sur 10, 20, 30 ans. Est-ce qu'on a des études qui relient ce type d'alimentation qui est quand même très fractionné, très purifié, qui demande peu de mastication? Il faudrait voir à long terme la santé. Ça, je n'ai pas les études en tête, mais la question est très intéressante. J'irai voir s'il y a des études là-dessus, mais je ne crois pas parce que on m'avait déjà posé la question et je n'en avais pas trouvé. Donc, l'ultra transformé peut jouer des rôles de niche, hein, mais plus dans le curatif, on va dire, ou des situations très particulières. Par exemple, bon, là, je dis, bon, c'est une idée qui me vient. Par exemple, l'alimentation dans l'espace, si on veut aller sur Mars, c'est 12 mois, je crois, 6 mois aller-retour. Non, c'est 8 mois, 4 mois aller, 4 mois retour. Peut-être que pour l'alimentation, on ne pourra pas tout prendre en frais. Donc, peut-être que l'ultra-transformation pourrait jouer un rôle. J'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. Après, dans le curatif, oui, il y a la nutrition entérale, parentérale, où là, on est dans une alimentation très modifiée, mais qui a un rôle fondamental pour la survie des gens. Donc, je tiens à préciser voilà, que la règle des 3V, c'est une règle préventive. On s'intéresse aux gens sains pour qu'ils le restent le plus longtemps possible et que l'espérance de vie en bonne santé finisse quand même par commencer à augmenter parce qu'elle a diminué depuis les années 80. On stagne à 63,5 ans. On est 20 ans en mauvaise santé. Donc, c'est vrai qu'on vit plus longtemps, mais plus longtemps malade. On ne vit pas plus longtemps en bonne santé. Vous voyez ? Donc, cette règle des 3V, c'est surtout dans ce contexte très générique et très global. Après, dans les situations particulières, je crois qu'il faut mieux aller se renseigner soit des médecins nutritionnistes qui sont meilleurs que moi dans ce domaine ou des diététiciens qui connaissent très bien l'alimentation du sportif, par exemple. Oui, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que je voulais te partager cette question aussi. Effectivement, contexte particulier n'est pas ce qui est adressé aujourd'hui par la règle des 3V qui se veut holistique, global pour aider à l'adoption. Oui, on est dans quelque chose de très générique. Après, évidemment, chacun peut aussi adapter son alimentation. Si quelqu'un, par exemple, en arrêtant les produits laitiers, se sent mieux, vraiment mieux, bah, il a raison d'arrêter, quoi, je veux dire. Mais après, l'idée, c'est pas parce que nous, on se sent mieux en arrêtant un produit qu'on peut généraliser à la population entière en termes de recommandations. C'est pas suffisant pour généraliser. Mais par contre, chacun est libre, évidemment, de faire les choix qui lui sont le plus appropriés. On a une double question et j'aimerais que tu puisses rappeler ceci. Donc, sur la taille des portions à calories équivalentes quelle différence de taille de portions à calories équivalentes entre alimentation animale et végétale et en pratique, comment est-ce qu'on atteint facilement 15 calories Oui, alors, 15% de calories animales? J'ai fait des calculs, évidemment. J'ai pris toutes les… Alors, c'est des portions plutôt des pays occidentaux, on va dire la France, enfin l'Europe, en gros. Hein. Bon, après, si on fait vraiment la portion médiane de tous les produits animaux, hein, fruits de mer tout inclus, c'est très générique. Hein. C'est une portion de produits animaux, c'est en gros tout produit confondu 100 grammes et 7,5% des apports énergétiques. Après, il y a des variations. Vous avez le steak, ça peut être 125 grammes. Une portion de beurre, une noix de beurre, c'est 10, 15 grammes. Voilà. Mais bon, si on fait la moyenne, on arrive à peu près à ça. Donc, ça veut dire 2-3 portions par jour. Ça veut dire une portion au petit déjeuner, une portion à midi. Et le soir, on n'est pas du tout obligé de manger des produits animaux. On peut très bien s'en passer. C'est vraiment au choix de chacun. Mais l'idée, c'est aussi, dans ces 15%, d'appliquer les deux autres règles. C'est pour ça que c'est important c'est-à-dire de varier. Donc, si vous consommez des produits animaux, les diversifier, viande rouge, viande blanche, fruits de mer, œufs, yaourt, fromage, lait, des insectes, si vous voulez. Et puis, pas ultra transformés. Voilà. Donc, c'est toujours important, je pense, d'avoir ces trois dimensions en tête parce que les trois sont interconnectés. Quand il en manque une, à long terme, c'est pas bon. Merci. J'ai une question qui m'est adressée. Le bio joue-t-il un rôle positif dans la notation SIGA, étant recommandé notamment par le PNNS? Aujourd'hui, la méthodologie SIGA se concentre sur le degré de transformation. Le bio n'entre pas en compte dans le niveau de transformation des aliments. En revanche, on reconnaît dans le régime 3V BLS, donc bio local de saison, l'intérêt à promouvoir davantage les produits bio pour des aspects santé sans doute et surtout de durabilité. Donc oui, on recommandera à produits notés équivalents de privilégier un article qui serait bio. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va influencer la note. Peut-être souhaiter pour compléter ta réponse, Aris, il y a une étude de l'INRA de Toulouse qui est parue en 2000. Alors, j'ai un peu de mal avec les dates, mais il y a tellement d'articles je crois que c'est en 2018, où ils ont calculé le poids en ultra transformé d'un caddie en magasin bio.
on est à 27%. C'est-à-dire, en grande et moyenne surface, toute l'offre alimentaire confondue, c'est un peu plus de 50%. Donc, on est 2 fois moins en bio. Donc, il y a quand même un lien entre le bio et la transfo, dans le sens où il n'y a que 48 additifs autorisés en bio, au lieu d'être plus de 350 en conventionnel. Donc, forcément, ça diminue la probabilité d'avoir de l'ultra transformé. Mais le problème du bio, et peut-être il faudra être un peu plus drastique sur la réglementation, c'est que n'est pas pris en compte les ingrédients qui ne sont pas des additifs, mais qui sont des marqueurs d'ultra transformation. Donc le bio ne s'affranchit pas du tout des sucres invertis, des sirops de glucose fructose, des maltodextrines, des polydextroses, des isolats de protéines, des protéines hydrolysées, des arômes. Alors les arômes, peut-être j'ai une bêtise, il faudra que je vérifie, mais en tout cas, tous les ingrédients que je vous ai cités peuvent se retrouver, notamment dans les steaks végétaux, en très grande quantité. Merci pour ce complément d'information. J'ai une seconde question. Je vais avoir plus de difficultés à répondre. Je vais être moins neutre peut-être. Mais bonjour, merci pour la conférence très intéressante. Donc à nouveau, merci Anthony. On voit de plus en plus de labels et d'applications fleurir, SIGA, Yuka, Nutri-Score. Comment s'y retrouver? Faut-il combiner plusieurs applications pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des indicateurs? Je vais vous répondre et puis peut-être je te laisserai compléter Aris. Après, je vais apporter le… Donc je vous renvoie à cette diapo. Je vais la remettre en partage. Je crois il faut vraiment avoir en tête cette diapo, partager, voilà. C'est une question de hiérarchie, c'est-à-dire, je vous encourage à lire mes 3 ou 4 papiers j'ai publié ces 3 ou 4 dernières années sur les approches holistiques et réductionnistes et les conséquences de leur application dans la chaîne alimentaire et l'alimentation. En fait, mon travail que j'ai fait m'a amené à conclure qu'il faut combiner holisme et réductionnisme, mais toujours aller du global vers le spécifique. Donc la première question à vous poser, c'est d'abord votre régime global. Il n'y a pas de super nutriments, il n'y a pas de super aliments, il n'y a pas de super groupe d'aliments. Par contre, il y a une super façon de se nourrir sur la semaine. Et nous sommes convaincus, sur les bases scientifiques que je vous ai présentées, qu'un régime 3V-BLS est le régime le plus protecteur pour la planète, les animaux, l'environnement, les traditions culinaires et la socio-économie. Donc, c'est le premier indicateur. Après, pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, eh bien, ils peuvent déjà aller vers les non-ultra transformés. Donc là, vous avez ScanUp et SIGA. Et ensuite, pour ceux qui sont un peu plus férus d'alimentation, qui veulent encore aller plus loin, on peut aller vers des critères plus réductionnistes. Donc, c'est là qu'interviennent les scores de composition dans le monde. Alors, il n'y a pas que le Nutri-Score, il y a le Health Star Rating en Australie, vous avez le Traffic Light en Angleterre, les Nutritional Warnings dans les pays d'Amérique du Sud. Vous pouvez prendre l'index glycémique, mais vous comprenez bien qu'il faut remettre à leur place les indicateurs selon un arbre hiérarchique. Parce que si vous commencez, par exemple, par des scores de composition, comme ça a été montré avec le Nutri-Score, et il y a 2 jours, ça a été publié par le Health Star Rating, on a plus de 50% à 60% avec le Health Star Rating d'aliments bien notés nutritionnellement et qui sont ultra transformés. Or, comme les ultra transformés posent problème pour la santé, vous comprenez qu'il ne faut pas rentrer par cette porte et que ces indicateurs ne prennent leur valeur qu'une fois qu'on a appliqué les scores plus holistiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc une question de hiérarchie. Donc, cette confusion peut être tout à fait facilement levée si on a en tête cette arborescence. Donc, j'encourage les gens à commencer par ça. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Après, pourquoi l'indice de transformation arrive en deuxième? Eh bien, parce que les aliments ultra transformés sont non seulement associés à une mauvaise santé, mais aussi à la dégradation des systèmes alimentaires. Donc, vous avez aussi, à ce niveau-là, vous avez déjà un impact très fort. Donc, déjà, si on recommande sur la planète entière les gens à aller vers des vrais aliments, on a déjà un impact énorme. Et peut-être ce niveau de séparation est tout à fait suffisant dans un premier temps, notamment pour des gens qui n'ont pas de grandes connaissances. Et puis après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut s'interroger sur les traitements thermiques, micro-ondes, cuisson vapeur, cuisson à l'eau, etc., raffinage, paraffinage, équilibre acido-basique. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas rentrer par le bas, il faut vraiment rentrer par le haut. Du coup, j'ai une question qui va en prolongement de ce slide. Comment articuler la généralisation du Nutri-Score avec la notation SIGA? Est-ce que tu aurais des idées sur ce point? Est-ce que tu peux répéter la question? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Comment articuler la généralisation du Nutri-Score avec… En fait, ça revient… déjà, SIGA, de toute façon, il prend en compte un peu la composition, mais en seconde intention. Ce n'est pas la porte d'entrée principale. La porte d'entrée principale, c'est l'inclusion dans les 3V et ensuite non ultra transformé, ultra transformé. Et donc, en fait, les scores de composition viennent après.
mais pas en première intention, parce que sinon, en première intention, on se retrouve avec plein d'aliments qui ont en apparence un bon équilibre nutritionnel, comme un soda light, mais qui est ultra transformé. Donc, on voit bien que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, c'est toujours pareil. Je ferai la même réponse de hiérarchisation. Je vous renvoie donc à la diapo que j'ai présentée. Je pense que c'est comme ça enfin, j'en suis profondément convaincu, hein, qu'il faut aller du global vers le spécifique et qu'il existe une hiérarchie dans les index. Tous les index ne se valent pas selon leur impact sociétal et environnemental et santé. On a eu des questions sur, merci pour cette réponse, on a eu des questions sur les steaks végétaux, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bon, on considère qu'on échoue sur deux promesses, hein, c'est-à-dire qu'en termes santé, dans la majorité des cas, on est sur de l'ultra transformé, bien qu'il soit possible de faire des choses à partir de farine de légumineuses. Et ensuite, sur la promesse de durabilité, eh bien, en vue des ingrédients mis en œuvre, vraisemblablement, on devrait privilégier des légumes ou légumineuses. On peut comprendre que ceux qui consommaient beaucoup de produits animaux veulent retrouver un peu les saveurs de leurs produits fétiches. C'est humain, c'est compréhensible. Donc, les steaks végétaux peuvent être très séduisants, mais quand on regarde les listes d'ingrédients, c'est vraiment de ultra transformé à haute dose. Donc, c'est vrai que moi, selon la règle des 3 V, il faut plutôt encourager les gens à aller vers des vrais produits végétaux qui soient peu, pas ou normalement transformés. Vous pouvez très bien rajouter des ingrédients culinaires en dose raisonnable pour agrémenter le goût, la couleur, la conservation, les fermentations, etc. Je pense que c'est beaucoup plus vertueux pour la planète d'aller vers ce type d'alimentation que vers des substituts de produits animaux qui sont souvent ultra transformés, ce qui est normal parce que pour reconstituer le steak, il faut bien mettre du liant. Et si vous voulez lier tout ça, augmenter les teneurs en protéines, vous prenez des isolats de protéines, des protéines hydrolysées, vous mettez des émulsifiants, des texturants pour reconstituer la matrice. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas très vertueux, ni pour la santé, ni pour la planète. Merci Anthony. Je pense qu'on va finir avec ce webinaire édition numéro 2. Donc pour finir, je remercie à nouveau Anthony Fardet, docteur Anthony Fardet, pour cette présentation, les équipes qui ont participé à l'organisation de ce webinaire et vous qui avez pris le temps d'y assister, en espérant que cela puisse vous accompagner à manger davantage végétal, vrai, varié, pour se tendre vers ce régime alimentaire préventif et durable. Rappel, vous pouvez aller télécharger l'application pour identifier les aliments les moins transformés, ceux qui sont médaillés et peut-être substituer certains aliments que vous avez pris l'habitude de consommer et qui sont ultra transformés par des alternatives moins transformées. Je pense que je vois encore d'autres questions. Nous y répondrons ultérieurement. En tout cas, je vous remercie toutes et à tous pour votre présence et je vous souhaite exactement une excellente fin de journée et peut-être même pour les plus chanceux, une fin de semaine. Merci à tous. Merci d'être présents. Merci bien. Au revoir.